C'est bon, vous l'avez lu? On va le lire ensemble. La CRL Sud Fondation est une société de travaux publics qui a un siège social à Grenoble. Capital social 10 000 euros, nombre de salariés 100. Il a un gérant qui est ingénieur de formation, qui est associé et qui est associé majoritaire de la CRL. Et à l'intérieur, donc c'est Pierre Guérin, et à l'intérieur de cette société, il y a un salarié qui est là depuis 5 ans et qui occupe les fonctions de chauffeur du gérant. Le 7 janvier 2020, M. Paul Lavigne, c'est-à-dire le salarié, provoque un accident de la circulation, roulant à plus de 90 km/h, donc en ville, alors qu'il était allé chercher le déjeuner de Pierre Guérin afin que ce dernier puisse prendre son repas au bureau. Il utilise à cette fin le véhicule de l'entreprise. Lors de cet accident, surtout la voiture de Paul est rentrée en collision avec le véhicule de Virginie Dupont et cette dernière est gravement blessée dans l'accident. Elle a subi un traumatisme crânien, plusieurs fractures des côtes et une à la cheville. Elle est étudiante en première année à la fac de droit et se rendait ce jour-là à son dernier partiel de droit civil. Donc, de ce fait, elle n'a pas pu composer cet examen parce qu'elle est restée hospitalisée pendant 2 mois et à sa sortie, les médecins lui ont dit qu'elle aurait des séquelles qui l'empêcheront donc durablement de se concentrer, donc d'exercer certains types d'emplois ou certaines études. Également, pour financer ses études, elle travaille à temps partiel et du fait de l'arrêt maladie, elle a eu une perte de salaire de 3 mois, tout simplement parce que la perte de salaire son salaire n'a été compensé par la mutuelle de son entreprise, la prévoyance de son entreprise, que pendant 3 mois. Et donc, elle ne pourra jamais devenir avocate comme elle l'espérait depuis sa tendre adolescence. Allez. Virginie Dupont veut intenter une action. Je vous propose que l'on fasse comme avec l'autre cas pratique, que vous répondiez à mes questions. Alors, qui se sent prêt pour répondre à mes questions pour dérouler le raisonnement en lien avec la responsabilité civile? Qui se lance? Ne me dites pas que je vais devoir désigner. Je veux bien essayer du coup, mais allez, Armand. À titre d'exercice, faut pas en attendre beaucoup. Qu'on soit bien d'accord, je suis persuadé que vous maîtriserez mieux la responsabilité civile en répondant à mes questions, parce que ça va vous obliger à vous concentrer, que des personnes qui ne vont pas se concentrer, parce que vous, la parole, vous allez être obligé de le dire, et donc ensuite d'assumer, et surtout d'expliquer ce que vous allez dire. Donc vous avez raison. Vous mettez la pression là. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Allez. Ici, la première question qu'on va être amené à se poser, on est sur un cas de responsabilité civile. Est-ce que la responsabilité que l'on va évoquer ici, Armand, est une responsabilité contractuelle ou une responsabilité délictuelle? Délictuelle, du coup. Alors, délictuelle, c'est extra-contractuel. Extra-contractuel, du coup, parce qu'il n'y a pas de contrat entre Pierre Guérin, c'est ça? Oui. Et Virginie Dupont, ils n'ont rien à voir entre eux. Exactement. Virginie Dupont se déplaçait avec son véhicule, se déplacer avec son véhicule. Il n'y a strictement aucun lien contractuel. Alors, il faut faire très attention parce que mardi, j'ai fait passer un examen, on avait fait un sujet avec un autre enseignant, et voilà, c'était, quelquefois, quand on veut faire des choses très simples, mettons un piège, mais tellement gros qu'on pensait que tout le monde allait le voir. En clair, c'est un contrat entre 2 sociétés de déménagement. Et il y a à l'occasion de ce déménagement, il y a un des déménageurs qui, lorsqu'il effectue son travail, blesse malencontreusement un passant. Et donc, c'était arrivé à déterminer le type de responsabilité. Et donc, on avait mis
les clauses du contrat, le contrat entre les deux sociétés. C'était le piège. Hein, c'était le piège. Si c'est une relation entre une société et un passant, il n'y a pas de lien contractuel. Vous avez raison, Armand. C'est la responsabilité extra-contractuelle, c'est la responsabilité délictuelle. À partir de là, il va falloir déterminer une faute, c'est-à-dire le non-respect d'un comportement habituel de la part de celui qui a provoqué le dommage. Alors, peut-on considérer ici que le comportement de Paul était un comportement fautif? Du coup, s'ils précisent la vitesse et qu'ils disent qu'il est allé chercher le déjeuner d'un collègue, bon, je pense qu'il roulait en ville, du coup. Donc, 90 km/h, ça fait un peu beaucoup. Oui, en ville, oui. Vous avez votre permis, Armand? Oui. D'accord, oui, voilà. Et à la question, en ville, peut-on rouler à plus de 50 km/h? C'est là où vous avez eu un échec. Hein. Toutes les autres réponses étaient bonnes, c'est ça? Ah ben non, je l'ai eu, mon code aussi. Non, mais on est entièrement d'accord. Oui, si vous avez eu le permis, c'est qu'a priori, vous avez eu le code. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a comme point? Donc, premier point de la faute, c'est lui qui a provoqué un accident. Donc, c'est lui qui est fautif, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un aspect particulier, à savoir que il roulait à une vitesse excessive et donc il y avait véritablement de sa part, donc c'est lui qui est à l'origine de l'accident. Donc à partir de là, ça va être la responsabilité on va être en présence d'une faute. Maintenant, si on va plus loin dans l'analyse, donc il y a bien eu une faute en lien avec l'accident de Virginie Dupont. On s'intéressera par la suite à savoir qui va être responsable. Deuxième point, est-ce que Virginie Dupont a subi un dommage et quel type de dommage? Du coup, elle a subi un dommage corporel avec le trauma crânien. Oui. Il y a aussi un dommage matériel avec les mois de salaire qui sont partis en fumée, du coup. Et partie en fumée, c'est que... disons qu'elle a perdu par rapport à l'exercice de son job normal, elle a perdu de l'argent, quoi. Donc, pendant une période de 3 mois, je crois que c'est ça. Oui, on va dire plutôt un manque à gagner. Ah, d'accord, ok. Elle a eu un manque à gagner de rémunération pendant 3 mois. Oui. Et du coup, il y a aussi perte des chances, du coup, surtout. De chance de quoi? Alors, perte des chances de faire des métiers qui demandent de se concentrer, de mémoriser, en général, et du coup, en particulier, de poursuivre ses études d'avocat. Mais là, très très sincèrement, elle est en première année. Hein. Elle est en première année. Donc là... elle est en première année. C'est pas réel et sérieux. Hein. C'est comme quand vous étiez... rappelez-vous du Armand qui était au mois de décembre de l'année du bac. Est-ce que vous pouvez dire que si vous aviez eu un accident, qu'il y avait une perte d'une chance de devenir ingénieur INSA Toulouse? Ça m'aurait frustré quand même. Oui, on est entièrement d'accord. Mais est-ce que l'on peut prouver de façon réelle et sérieuse qu'il y avait vous étiez destiné à 4 ans ou 5 ans plus tard à être à l'INSA Toulouse? Ouais, non. Après, c'est plus préjudice moral du coup. Alors, non, mais restons sur ce point pour bien expliquer ce que c'est la perte d'une chance. Il faut qu'il y ait un caractère réel et sérieux, c'est-à-dire immédiat, et c'est-à-dire un caractère certain. Oui, c'est sûr qu'un jour je me suis fait une entorse à la cheville et donc j'ai pas pu devenir joueur professionnel de foot. Ouais, mais bon,
n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Alors c'est vrai que parce que à cause de cette entorse, j'ai pas pu passer une sélection à l'âge de 12 ans, et c'était la voie royale pour devenir international et jouer au Real de Madrid. Non, il faut qu'il y ait un caractère réel et sérieux, un caractère totalement réel et sérieux. Donc ici, elle est en première année, la perte de chance. Alors certes, on va indemniser le fait qu'elle n'ait pas pu passer l'examen et que l'année, il va falloir trouver une indemnisation parce qu'elle va être amenée à renouveler sa première année automatiquement, mais indépendamment de ça, on ne peut pas dire qu'il y a une perte de chance. On ne peut pas dire qu'il y a une perte de chance. Donc, vous avez dit un préjudice corporel avec le traumatisme crânien, un préjudice matériel avec la question des rémunérations et le fait qu'elles doivent repasser son année, ça lui fait perdre une année, et ensuite, vous avez dit un préjudice moral. Sur quoi? Bah non, du coup, parce que c'était... Du coup, c'est l'histoire du fait qu'elle pouvait pas réaliser son rêve, mais ça encore, c'est un truc à prouver, ça a aucune valeur, j'imagine. Vous voyez une personne super femme à la télévision, mais le problème, c'est que juste au moment où elle disait où elle vivait, il y a eu une coupure de courant. Ben, voilà, donc vous n'avez pas pu la contacter, et votre rêve de vivre avec ce type de personne, non, on ne peut invoquer une action en responsabilité que si on apporte la preuve du caractère certain et du caractère direct. Donc ici, il n'y a pas de préjudice moral. Imaginez, vous êtes votre enfant, vous vous promenez sur un trottoir et votre enfant, une voiture fauche votre enfant et cet enfant décède. Vous voyez ce que c'est un préjudice moral. Oui, on est véritablement sur un critère, même si la somme d'argent ne compensera jamais le préjudice subi, on le sait. Mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir de somme d'argent. Donc on voit bien dans ce type de situation toutes les particularités qu'il peut y avoir. Donc, du coup, j'ai juste une question par exemple. C'était pour des séquelles qui l'empêcheront durablement de se concentrer, de mémoriser des informations, enfin un trop grand nombre d'informations. Ça, du coup, c'est plus préjudice corporel que perte des chances, du coup. Oui, ça, c'est un préjudice corporel. Oui, ça, c'est un préjudice corporel. Mais, par exemple, avoir une cicatrice qui défigure le visage, ça, c'est un préjudice corporel. D'accord. Souvent, on cite, malencontreusement pour lui, bien entendu, le cas Ribéry, la cicatrice qu'il peut avoir sur le visage. Mais voilà ce que c'est un préjudice corporel. Un préjudice corporel. C'est quelque chose qui affecte c'est un préjudice d'agrément. Une personne qui ne peut plus jouer au foot, voilà le type de préjudice qu'il peut y avoir. OK. Et du coup, si la personne qui a la cicatrice, avant, elle faisait du mannequinat, là, il y a perte des chances, du coup. Là, il y a une perte de chance, oui, surtout si une personne avait un profil pour devenir, mannequin international. La réponse est oui. Voilà, si c'est une personne qui avait déjà, qui était déjà repérée et qui se fait agresser par un chien et qui est défigurée, oui, il y a à la fois un préjudice corporel, matériel, présent et futur. D'accord, ok. C'est plutôt comme ça, du coup. Maintenant, donc, il y a une action en responsabilité civile. Alors, l'action en responsabilité, elle va porter sur qui? Il y a Célia qui avait une question, du coup. Ça va être Célia. La société... Monsieur. Oui. Allez-y, Célia. Juste une question, j'arrive pas à comprendre comment on détermine... on ne peut pas prouver dans tous les cas qu'il y a un préjudice moral. Je veux dire... ça dépend trop du point de vue de la personne, non? Parce que quand même, elle a passé des mois en hospitalisation. Paradoxalement, c'est bien. À partir du moment où ça dépend d'une personne, ça veut dire que le préjudice ne peut pas être retenu. Mais je n'arrive pas à voir à quel moment alors ça sera retenu, parce que ça dépend. Il va falloir que ça soit qu'une situation soit communément admise pour qu'il y ait un préjudice. Par exemple, dans mon affaire avec mon propriétaire, le préjudice qui découle de l'odeur, c'était très désagréable de sentir cette odeur qui venait de la fosse septique. Très sincèrement, je n'arrivais pas à prouver le préjudice, c'est-à-dire les conséquences défavorables qui pouvaient en découler.
En revanche, si vous avez un accident, comme cette Virginie Dupont, elle ne peut pas passer sa première année. Donc, elle est obligée de redoubler. Qui dit redoubler, dit automatiquement qu'elle va avoir des frais supplémentaires. Et si elle voulait faire un bac plus 5, elle avait 5 ans à faire, elle va devoir faire 6 ans, tout simplement, parce qu'elle va avoir une année supplémentaire à payer. Là, vous voyez qu'on a un préjudice que l'on arrive à prouver qui n'était pas prévu initialement. Oui, mais enfin, je parlais plutôt du préjudice moral. Elle a un préjudice moral pour moi, là, parce que quand même... Voilà, la question du préjudice moral, elle va être appréciée par le juge, et d'abord, elle va varier en fonction du type de préjudice. Par exemple, vous vous promenez avec votre petit chien sur un trottoir, et vous avez une voiture qui passe, et in fine, quand elle est passée sur votre chien, il n'est pas plus large que ça. À partir de là, c'était votre chien que vous aviez depuis 8 ans, etc. Il y a un préjudice d'affection. Et là, le juge va dire, mais voilà, au-delà de l'aspect psychologique de voir votre chien écrasé devant vous, voir ce qu'il en est resté, etc., il va y avoir un préjudice. Alors, attention, ce préjudice d'un chien de 8 ans ne va pas avoir la même valeur que celui d'un enfant. Un enfant. Le juge va distinguer entre une personne et un objet, un chien au sens juridique du terme, et c'est un objet. Donc, pourtant, il y a un préjudice d'affection, il y a un préjudice d'affection, qui n'est pas contestable, sauf que le montant va être différent. Donc, le préjudice moral, vous ne pouvez pas invoquer le préjudice corporel. Vous n'avez rien eu. Donc, ça va être un préjudice moral. Il y a eu une affaire où Bernard Tapie, une affaire assez célèbre, où a reçu 45 millions d'euros de préjudice moral. Mais tout simplement parce que dans l'affaire Adidas, tout ce qui a pu, son nom a été entaché, et à partir de là, ça a été la fin de sa grande période. Et donc, parce qu'on disait, il avait escroqué les personnes dans l'achat d'Adidas. Donc, ça a été un préjudice en lien avec sa réputation, son nom, son honneur. C'est très difficile, mais il faut qu'il y ait le préjudice moral, très sincèrement, n'est accordé que par exception. Okay. Donc, c'est pas parce que je pleure qu'il y a un préjudice moral. Il va falloir que j'arrive à prouver que mes pleurs, ma douleur psychologique est véritablement fondée, est véritablement exceptionnelle. On ne rembourse que l'exceptionnel. D'accord ? Oui. Non ? Bon. Un trauma crânien, je trouve ça quand même exceptionnel, mais bon. Mais là, on est d'accord, mais ça, c'est un préjudice corporel. Oui. Le trauma crânien, les fractures, etc., là, on est sur un préjudice corporel, la question ne se pose pas. Mais vous, votre question, c'est le préjudice moral. Oui, mais je trouve que c'est un lien quand même. Le traumatisme crânien, c'est le prix de la douleur. Alors que le préjudice moral, c'est le prix des pleurs. C'est pas la même chose. Oui. Merci. Concernant cette affaire, est-ce que ça va être Paul Laville qui va payer ou Pierre Guérin au titre de la société ? Armand ? Moi, je dirais que c'est la société, parce que c'était quand même pas volontaire, non ? Alors, voilà. Si on estime que Paul était dans le cadre de son travail, Ah oui, c'est cadre de son travail. Et qu'il n'a pas fait de faute particulière, dans ce cas, c'est la responsabilité de l'entreprise, c'est une responsabilité du fait d'autrui. En revanche, si on estime que c'était pas dans le cadre de son travail, ou avec son comportement, il ne s'est pas mis, il s'est de lui-même. Mis en danger, ouais. Mis en danger autrui. C'est lui-même qui a créé du danger par rapport à ça. C'est sa responsabilité personnelle qui sera engagée. D'accord. D'accord ? Ok.
Mais du coup, faut les deux? Faut pas dans son travail et une faute, ou juste une faute, Alors, ça suffit? non, ça peut, si c'est dans le cadre de son travail et que j'ai pas commis de faute, ça sera la responsabilité de l'entreprise. Pourquoi? Ça, oui, d'accord. Mais si c'était dans mon travail mais que j'ai commis une faute intentionnelle, ça sera ma responsabilité personnelle. Et si c'est pas du tout dans le cadre de mon travail, ça sera bien sûr ma responsabilité personnelle. D'accord. Mais Ok. monsieur, Oui, Alexa. aller chercher, je sais plus, il est allé à la boulangerie, c'est pas trop dans le cadre du travail. C'est pas dans le cadre du travail, mais quand on est chauffeur, on est peut-être là à remplir un certain nombre de services. Il utilise le véhicule de la société et pour rendre dans le cadre d'un ordre que lui a donné son employeur. Ok. Ça peut être considéré dans le cadre de son travail. Hein. Et monsieur, Oui. je comprends pas trop. Au final, c'était dans le cadre de son travail, mais la faute est intentionnelle. Enfin, c'est lui qui a dépassé les 90 km. Dans les cas pratiques que vous aurez, voilà, si vous me dites que c'est dans le cadre de son travail, mais rouler à plus de 90 km/h, on voit bien que c'est de sa propre initiative, donc ça sera sa responsabilité personnelle, j'accepterai la réponse. Si vous me dites c'est dans le cadre de son travail, 90 km/h, c'est pas forcément une vitesse excessive, comme on a pu nous dire rarement sur ce point, mais ça sera la responsabilité de l'entreprise. Fondamentalement, ce que on attend le jour de l'examen, c'est pas forcément la réponse, c'est que vous voyez les problèmes. Et que vous nous les indiquiez pour en arriver à une réponse. Mais si vous avez une réponse différente, c'est pas ça que l'on sanctionnera. OK? On va passer au dernier point du cours, à savoir non, c'est pas ça, c'est la responsabilité pénale. Monsieur, j'ai juste une question. Et je vous écoute. Dans les séquelles, du coup, parce que la fille, elle a des séquelles, ça passe dans les dommages corporels? Oui. Ok, merci. Ce qu'on disait avec Célia, c'est que le traumatisme crânien, Oui. tout ça, c'était pas du moral. Hein, c'était pas un préjudice moral, c'était un préjudice matériel. Un préjudice corporel. Monsieur, mais pour le traumatisme crânien, ça peut entraîner des conséquences psychologiques. Du coup, ça peut entraîner... Oui, parce que donc c'est un préjudice corporel. Mais pas moral, parce que ça peut créer des souffrances. Non, parce que c'est un lien avec le corps. C'est un lien avec le corps. Le préjudice corporel, ça va être le préjudice moral, ça va être une atteinte à un élément psychique, mais qui est distinct de l'accident. Distinct des conséquences de l'accident. Donc là, on n'est que sur du préjudice corporel. Le moral, c'est l'atteinte à l'honneur, la réputation et les sentiments. Les sentiments, en vrai, ils y sont, non? Enfin, j'ai pas entendu Clément. Mais les sentiments, ils y sont, non? Enfin, clairement, elle peut plus faire d'études supérieures. Enfin, genre, je veux dire, elle peut être au fond du saut. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord par rapport à ça. Elle ne va pas pouvoir devenir avocate comme elle souhaitait. Ça va être pour elle, une grande déception. Mais ça s'indemnise pas. Pourquoi? Parce que ça présente pas un caractère réel et sérieux. Ah mais c'est... vous savez que quand j'ai lu la décision du tribunal d'instance de Toulouse là, qui a refusé l'indemnisation sur le point qui pour moi était sûrement un des points centraux de pourquoi j'ai intenté une action, et comme on dit, il n'y a pas de dommage, mais je n'avais pas réussi à prouver un dommage. Et pourtant, pour moi, j'avais l'impression d'avoir un dommage. Donc je n'avais pas convaincu le juge sur le principe d'un dommage. Mais elle avait raison, hein, le juge. Et si là, du coup, elle était à la veille de devenir avocate, là, par contre, il y aurait eu quelque chose? Là, on serait sur une perte de chance, où on pourrait avoir une indemnisation en lien direct avec l'accident, mais également une indemnisation sur ce qu'elle aurait pu avoir en tant qu'avocate. En tant qu'avocate, sur une carrière d'avocate. Donc vous voyez qu'on va pas. L'indemnisation peut être largement supérieure. Donc il faut qu'il y ait un caractère réel sérieux. C'est pas j'ai l'impression d'avoir un préjudice. Non, je dois prouver qu'il y a un préjudice.
Je dois prouver qu'il y a un préjudice. Et ce préjudice, je dois convaincre une personne. Je suis sûr que Clément, vous avez eu plein de rêves quand vous étiez enfant. Non. Oui. Si. Vous aviez, par exemple, le rêve de rencontrer le petit chaperon rouge. Exactement. Exactement. Mais c'est... non, ce que je dis par rapport à ça, c'est que le dommage se prouve. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'au final, il y a comme une... J'en sais rien, mais là, elle était en première année de licence, mais à quel moment on dit vraiment elle était suffisamment proche de réaliser de devenir vraiment avocate quand il y avait un caractère réel et sérieux, de déterminer qu'elle avait la capacité de voir. Vous, ici, est-ce que, à partir de quand il y a eu un caractère réel et sérieux que vous allez avoir votre diplôme de l'INSA? Je sais pas, en vrai, je suis en 4e année. Est-ce qu'on peut considérer du coup que je suis suffisamment proche ou pas de devenir ingénieur? Non. Ah, Non. bon, d'accord, non. Voilà. Et je n'ai rien contre vous, je ne veux pas vous porter la poisse, que ça soit bien d'accord. Mais je vous réponds juridiquement, je vous dis non. Arrivé au dernier trimestre de la 5e année, là, vous allez me prouver quelque chose. Donc vous voyez, la réponse va également pour se dire, pour arriver à déterminer le préjudice par rapport à ça. À partir du moment où on va être amené à apporter la preuve que ça va être réel et sérieux, vous avez l'impression, oui, même 4e année, c'est bon, j'y suis arrivé, le pourcentage de chance de se louper quand on est en 4e année est quand même assez faible, mais aux yeux du juge, attendez d'avoir l'accident le dernier trimestre de la 5e année. Mais si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Hein. Mais du coup, en fait, juste le fait qu'il y ait 4 années d'études qui partent en fumée, genre le juge, il s'en fiche, quoi, en gros. Non, attention, la question de Clément, c'est de dire à partir de quel moment je peux invoquer la perte d'une chance. Attention, que si Clément a un accident aujourd'hui, il ne peut pas valider sa 4e année, il y a une indemnisation parce qu'il va être amené à redoubler et on va l'indemniser par rapport à ça. Donc le préjudice présent, il y sera toujours. Le perte de chance, c'est un préjudice futur. Mais imaginons que c'est pas un ingénieur que je veux faire, mais disons que l'accident compromet totalement les chances d'être dans le job pour ce pourquoi j'étudie, quoi, en gros. 4 années, ça c'est... Oui, alors, vous en rapprochez. La question de Clément, c'est à partir de quand je suis sûr qu'on va pouvoir invoquer cela. Ensuite, je vais être amené à apporter des éléments au juge. Mais c'est pour ça que moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est à partir du moment où on est sûr. C'est-à-dire, après, il y a le principe de la frontière, toujours, et c'est là où il y a l'appréciation du juge. Mais au bout de 4 ans, on ne peut pas être sûr. Au bout de 4 ans, on ne peut pas être sûr. Donc, il y a une 5e année. Il y a des examens qui vont arriver en droit. Et on sait très bien que là, ça... Aïe, etc. Il y a l'examen de second semestre, il y a un stage. Est-ce que vous allez trouver un stage, etc., etc. Donc, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Ok. D'accord. Mais attention, ne confondons pas le préjudice présent et le préjudice futur. Le préjudice présent, il y est. C'est pour le préjudice futur. Traitons, sauf si vous avez des questions de responsabilité pénale. Concernant la responsabilité pénale, alors, très sincèrement, les questions que vous posez sont des questions judicieuses et qui montrent bien que vous essayez de voir les particularités du droit. Alors, vous remarquez que je vais rapidement, c'est un cours où on ne fait que 15 heures, où on fait que 15 heures pour être amené à effectuer cela, mais le droit de la responsabilité, c'est un cours qui est abordé en 2e année à la fac de droit, c'est-à-dire sur deux trimestres. Sur la responsabilité civile, c'est 2 trimestres, c'est-à-dire à peu près 70 heures. Sur la responsabilité civile, responsabilité pénale, c'est également 70 heures en 2e
troisième année, et ensuite vous avez des cours de spécialisation en quatrième et cinquième année. Moi, je vous fais ça en 10 minutes. En 10 minutes. Donc, il y a plein d'éléments, il y a plein d'éléments. Le droit de la responsabilité est un droit passionnant, est un droit passionnant, mais il faut bien faire une distinction entre d'un côté, ce que l'on ressent et de l'autre côté, ce qui sera indemnisable. Ce qui sera indemnisable, c'est ce qui sera prouvé et donc justifié. Ce que je ressens, il va falloir que j'arrive à apporter une preuve d'éléments particuliers. Voilà. Donc, l'indemnisation, c'est l'exception. C'est pas le principe. C'est bon, je passe à la responsabilité pénale. Allez, responsabilité pénale. Particularité de la responsabilité pénale, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour qu'il y ait une responsabilité pénale, il faut que... attendez, c'est pas là. Il faut qu'il y ait une infraction. Il n'y a pas besoin d'arriver à prouver le préjudice, à prouver le préjudice. On est dans une situation où dès lors qu'il y a infraction, on va être il va y avoir responsabilité pénale. Donc, qu'est-ce que c'est une infraction? Qu'est-ce que c'est une infraction? C'est un texte qui prévoit qu'il y a une interdiction. Et s'il n'y a pas de texte, il ne peut pas y avoir de responsabilité pénale. S'il n'y a pas de texte, il ne peut pas y avoir de responsabilité pénale. Quand est-ce qu'il va y avoir une infraction? Pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait 3 caractéristiques à cette infraction. Première caractéristique, il faut qu'il y ait un élément légal, c'est-à-dire que l'infraction soit prévue dans un texte. Et donc, la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, c'est que la responsabilité civile, toute faute que je peux commettre qui génère un dommage, va donner lieu à une action en responsabilité civile. Alors qu'en matière de responsabilité pénale, on n'est pas sur un caractère général, on va être sur un caractère spécifique. Celui qui est dirigeant d'une société et qui utilise à titre personnel, de l'argent de la société, va être condamné pour abus de bien social. Donc vous voyez qu'on va être dans des cas bien particuliers. En matière pénale, il faut que ma responsabilité soit engagée à partir du moment où un texte le précise précisément. Le précise précisément. Donc, il faut qu'il y ait un élément légal. Donc, il y a une expression latine que je ne vais pas vous traduire parce que je ne vais pas faire vous offense de vous traduire du latin que vous maîtrisez. Nullum crinem sine lege. Qu'est-ce que ça veut dire, nullum crinem sine lege? Pas de crime sans loi. Allez-y, Romain. Pas de crime sans loi. Exactement. Il ne peut pas y avoir de crime sans loi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'action en responsabilité pénale s'il n'y a pas un texte qui le prévoit. Vous avez raison sur ce point. Donc ça, c'est le premier point, il faut qu'il y ait un texte qui le prévoit. Deuxième point, il faut que, pour qu'il y ait une infraction, que les conditions du texte, les conditions de l'infraction soient respectées. Et ça, c'est au juge d'apprécier, si ces conditions sont respectées. Concernant l'élément matériel, c'est par exemple dans certains cas, par exemple l'abus de biens sociaux. Qu'est-ce que c'est l'abus de biens sociaux? C'est un dirigeant qui utilise les biens de l'entreprise à des fins privées. Par exemple, je suis gérant d'une SARL, je pars 3 semaines à l'île Maurice avec ma famille aux frais de la société. Donc là, j'ai la fonction, j'ai l'acte et j'ai la conséquence.
Si ces conditions sont remplies, il y a abus de bien social. Je précise bien sûr, parce que la société n'avait pas un champ d'activité à l'île Maurice, et que j'ai pris un hôtel 5 étoiles aux frais de la société. Donc là, il y a un élément matériel, c'est-à-dire que les conditions doivent être réunies. Indiquons bien quand même qu'en matière pénale, celui qui a commencé une infraction a vocation à être, même si l'infraction n'est pas arrivée à son terme, peut être considéré comme responsable pénalement. Celui qui tente sans réussir peut être condamné pénalement. Si un jour vous prenez un fusil, vous tirez sur quelqu'un et vous le loupez, n'allez pas dire à un juge, mais monsieur le juge, je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne l'ai pas tué. Et pourquoi vous voulez vous m'inculpez pour meurtre, pour tentative de meurtre? Je ne l'ai pas tué. Ben oui, mais en matière pénale, tentative vaut réussite. Donc, il faut qu'il y ait un élément matériel. Troisième point, dans une infraction, il faut un élément psychologique. On appelle ça également l'élément moral. C'est-à-dire, cet élément moral, c'est qu'il faut qu'il y ait une intention. Il faut qu'il y ait une intention. Une intention sur ce point. Donc, à partir de là, on va être sur une intention, c'est-à-dire qu'on doit être amené à prouver, que la personne a voulu commettre cette infraction. Sauf qu'il y a certains cas où cette infraction, il n'y a pas besoin de la prouver. Certaines fautes vont être, certaines infractions vont être mises en présence d'une imprudence. Et donc, ce caractère d'imprudence peut faire varier le type d'infraction. Par exemple, si un jour, malencontreusement, vous tuez quelqu'un, il peut y avoir 3 types d'infractions qui sont associées au fait de tuer quelqu'un. Ça peut être un homicide par imprudence, ça peut être un crime, ça peut être un assassinat. Si c'est un homicide par imprudence, vous rouliez trop rapidement, à un virage, votre voiture glisse et vous tuez quelqu'un qui était au bord de la route. Vous n'aviez aucune intention de tuer cette personne, pour autant, c'est un homicide par imprudence. C'est un homicide par imprudence. Donc, vous voyez dans ce type de situation, vous pourrez être condamné pénalement, mais moins, bien entendu, que si c'était un meurtre ou un assassinat. À l'inverse, si dans une bagarre, vous tapez sur une personne avec une telle force, même si vous n'aviez pas l'intention de le tuer, mais la personne est à terre et vous vous acharnez sur la personne, et vous tuez cette personne. Ici, ça peut être considéré comme un meurtre. Pourquoi? Parce que vous avez tapé avec une telle force que vous ne pouviez pas ne pas savoir que vous pouviez être amené à tuer cette personne. Donc là, ça va être considéré comme un meurtre. Et troisième point, si une fois que vous avez commis ce meurtre, vous cachez le corps, ou que vous aviez créé un stratagème pour tuer cette personne, là, ça va être un meurtre avec préméditation. Ça s'appelle un assassinat. Donc, vous voyez bien que l'élément psychologique, l'élément intentionnel, peut jouer sur la qualification de l'infraction. Et donc, on peut être le principe d'un homicide par imprudence, un meurtre, un assassinat. Bien entendu, les peines de prison varient en fonction de l'importance de l'infraction. Donc, pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait à la fois un élément légal, matériel et psychologique. À partir de là, on va se poser la question être pénalement responsable. Celui qui est pénalement responsable, c'est celui qui commet l'infraction. Autrement dit, la personne physique.
Vous êtes au volant d'une voiture de votre société, vous passez devant un radar, vous êtes flashé. C'est pas la responsabilité pénale de la société, c'est votre responsabilité pénale à vous. C'est vous l'auteur de l'infraction. On a vu qu'en matière de responsabilité civile, les dommages que peut causer le salarié, ça peut être la responsabilité de la personne morale, de la société. En matière pénale, c'est totalement différent. C'est la responsabilité pénale de la personne physique. De la personne physique. Autrement dit, celui qui commet l'infraction. Donc, je fais un faux en écriture, si un comptable fait un faux en écriture, c'est lui qui est pénalement responsable. Il y a toutefois certaines infractions qui concernent des situations en lien avec la sécurité de l'entreprise. Donc, où on n'arrive pas à identifier une personne spécifiquement responsable parmi les salariés, résultat, qui va être responsable? Ça va être le dirigeant. Par exemple, il y a une explosion dans l'entreprise due au non-respect de certaines consignes en matière de sécurité. Là, la responsabilité qui va être engagée, c'est pas vis-à-vis d'un des salariés parce qu'on n'arrive pas à identifier leur responsabilité. Si on n'arrive pas à identifier leur responsabilité, ça va être le responsable légal. Autrement dit, le représentant légal, ça va être le gérant d'une SARL, le président d'une SAS ou le directeur général dans une société anonyme. Donc, le principe, c'est la responsabilité de la personne physique, celui qui a commis l'infraction, ou de façon générale, le représentant légal, si on n'arrive pas à identifier une personne physique. Mais ce représentant légal a la possibilité de déléguer sa responsabilité pénale dans ce qu'on va appeler une délégation de pouvoir. Ça, dans votre premier poste, je suis à peu près sûr que vous n'aurez pas de délégation de pouvoir. Mais plus vous allez avancer dans votre carrière professionnelle, plus vous allez avoir des champs de compétences, plus on va vous faire assumer une délégation de pouvoir. Qu'est-ce que c'est une délégation de pouvoir? C'est une clause qui est prévue dans votre contrat qui transfère la responsabilité pénale de votre employeur vis-à-vis de vous. Donc, autrement dit, vous allez être pénalement responsable pour des faits qui relevaient de votre responsabilité, tout simplement parce qu'on vous les avait transférés à travers cette clause contractuelle. Donc, vous imaginez bien que les dirigeants d'entreprise aiment bien transférer leur responsabilité pénale, tout simplement parce que ils préfèrent que ça soit quelqu'un d'autre qui l'assume. C'est pour cela que pour qu'il y ait une responsabilité pénale, il faut une délégation de pouvoir, il faut que certaines conditions soient remplies. Premier point, il faut qu'on soit en présence d'une entreprise d'une certaine importance. Dans une entreprise à 3 salariés, on ne fait pas une délégation de pouvoir. Deuxième point, il faut qu'il y ait un lien hiérarchique. On va mettre une délégation de pouvoir à quelqu'un qui est son subordonné. Troisième point, il faut que la personne à qui on met une délégation de pouvoir ait la compétence, l'autorité et les moyens. On ne va pas donner une délégation de pouvoir à l'agent d'entretien. On va donner cela à un directeur d'établissement, à qui on a donné l'autorité à pouvoir signer des contrats, un pouvoir disciplinaire, mais également les moyens. Et enfin, il faut qu'il y ait une délégation circonstanciée. Qu'est-ce que ça veut dire, délégation circonstanciée? C'est-à-dire que la délégation de pouvoir doit être précise. Ça, ce sont des conditions que dans quelques années, quand on va vous proposer une délégation de pouvoir, il vous appartiendra de vérifier. Est-ce que vous êtes dans une entreprise de certaine importance? Est-ce que vous avez un lien hiérarchique avec celui qui vous donne la délégation de pouvoir? Est-ce que vous avez véritablement la compétence, l'autorité et les moyens pour accomplir votre mission? Et sur quoi vous êtes la délégation de pouvoir se met? Il faut que ça soit une délégation circonstanciée. À partir de là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si cette délégation de pouvoir s'applique, si un jour il y a une infraction pénale, ça sera vous qui l'assumerez à titre de personne physique et non le responsable légal de la société.
Voilà ce que l'on pourrait dire sur la responsabilité de la personne physique. À côté de cela, il y a également la possibilité d'engager la responsabilité pénale, la responsabilité pénale d'une personne morale. La responsabilité pénale d'une personne morale. Donc, dans quel cas ça va intervenir? Le plus souvent, lorsqu'on est en présence d'une holding et d'une filiale. Il y a eu un problème, prenons le cas d'AZF. AZF, la société qui gérait le site d'AZF, c'était une filiale du groupe Total. Donc, la responsabilité pénale du dirigeant de la filiale de Total a été engagée. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que c'était ce dirigeant qui n'avait pas pris les mesures adéquates et qui était à l'origine de l'explosion. Mais également, les juges ont condamné la société Total, tout simplement parce que c'était la holding, et qu'elle n'avait pas suffisamment donné de moyens à la filiale pour fonctionner. Donc, il peut y avoir dans une même action la responsabilité pénale de la personne physique et la responsabilité pénale de la personne morale. OK? Pour savoir si vous avez bien compris, nous allons faire le cas pratique qui est en lien avec la responsabilité pénale, Donc, je vais le rechercher. Et nous allons faire le premier cas pratique qui est présent. Et je vous l'affiche. Voilà. Donc, vous faites le premier cas pratique, la SARL Vintage. Donc, vous le lisez. Et ensuite, on va faire le même raisonnement. C'est qu'on va être amené à, traiter la situation au travers de différentes questions. Donc, vous essayez de voir si on va engager la responsabilité de Pierre Guérin ou de Paul Laville. En clair, si la délégation de pouvoir fonctionne.
Monsieur, Oui. quand on dit conclure des contrats ou d'effectuer des opérations engageant la société, les opérations, c'est les opérations financières? Non, engager des opérations, c'est lancer un chantier, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. C'est prendre des décisions au nom de la société. C'est bon, vous l'avez lu? Allez, on va le relire ensemble. La SARL Vintage est une société commerciale dans le secteur du BTP fondée par 3 amis qui ont tous étudié, il faudrait pas dans la même école d'ingénieurs à Toulouse. Là, le siège de la société est situé 15 avenue Étienne Billière et la SARL dispose d'un capital de 100 000 € et son objet social est la réalisation de travaux publics. Pierre Guérin, associé majoritaire, a été désigné gérant de la société et les 2 autres personnes associées travaillent dans une autre société. La SARL Vintage emploie 250 salariés. Paul Laville est chef de chantier de la SARL Vintage depuis 5 ans. Vous remarquerez que Paul Laville a bien progressé dans la vie. Parce que dans le cas pratique précédent, il était chauffeur de Pierre Guérin, et là, il est devenu chef de chantier, diplômé de l'INSA depuis 5 ans. Vous remarquerez quand même l'évolution professionnelle de cette personne. La SARL vient d'obtenir le chantier de rénovation des berges de la Garonne. Pierre Guérin confie la responsabilité de son exécution à Paul Laville. L'entreprise met à disposition 20 salariés pour ce chantier, ainsi que l'ensemble de son matériel. Le contrat de travail de Paul Laville est détaillé et il y a une délégation, il y a à l'intérieur une délégation de l'entière responsabilité de l'application des règles en matière économique, commerciale, en matière de signalisation de chantier et de certains domaines du droit social. Ce paragraphe de contrat détaille de façon précise les pouvoirs ainsi délégués. Paragraphe 1, la capacité de conclure des contrats et d'effectuer des opérations engageant la société. Exemple, s'il doit y avoir un document réglementaire d'ouverture d'un chantier qu'on doit avoir envoyé à la préfecture avant de commencer le chantier, c'est Pierre Guérin qui va avoir la signature pour le faire. Voilà ce que c'est une opération qui engage la société. Pourquoi? Parce que ça va, on va commencer les travaux et les mettre d'une certaine façon, et ça va être la responsabilité de Pierre Guérin. Deuxième point, la signalisation des chantiers, déclaration d'intention de commencement des travaux et le recrutement du personnel ouvrier, la détermination des conditions de travail sous réserve des instructions de la direction, étant précisé que le délégataire devra s'assurer du respect de la réglementation concernant la durée du travail et toute question afférente, respect du temps de travail, temps de conduite, temps de pause, temps de restauration et de repos. Jean, pas de chance, qui était prédestiné à avoir un accident, salarié de la SARL, est victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait un engin de chantier destiné au transport de palettes de pierre. L'engin qui conduisait est tombé d'une hauteur de 4 mètres après avoir heurté la bordure de la berge. Et c'est Pierre Guérin qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessure involontaire et infraction à la réglementation du travail. Blessure involontaire et infraction à la réglementation du travail. Donc, on va partir du principe que l'infraction, les 2 infractions, sont valables, c'est-à-dire sont reconnues. Blessure involontaire, on le retrouve dans le code pénal, c'est un délit, infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, même chose. Ça, on le retrouve dans le code pénal, mais dans le code du travail, mais avec une sanction pénale. On va considérer que les éléments matériels de l'infraction sont réunis, et on va considérer qu'ici, qu'on est sur des éléments involontaires, donc l'élément moral sont réunis. Donc on va considérer que l'infraction est, ce qu'on dit en termes pénals, est consommée, c'est-à-dire que l'infraction a été reconnue. Donc en soi, on peut engager la responsabilité pénale du fait de cet accident. La grande question qu'on va être amené à se poser, c'est de savoir si c'est Pierre Guérin ou Paul Laville
contre qui on va engager la responsabilité pénale. Alors, qui souhaiterait apporter une réponse à cette interrogation? Pour cela, faites en sorte d'aller reprendre les arguments, faites en sorte de reprendre les arguments qui sont, comment dire, que vous avez, que vous avez dans le cours. Donc les caractéristiques de la délégation de pouvoir. Allez, qui se lance? Je vais pas, comment dire, je vais pas désigner quand même. La dernière question du cours quand même, avec quelqu'un de volontaire. Célia. Oui. Alors, vous allez à la partie du cours qui concerne la délégation de pouvoir et vous me dites si les conditions de cette délégation de pouvoir sont respectées. Déjà, il faut une entreprise d'une certaine importance. Alors ici. Donc quand même un capital social assez élevé et le nombre de salariés. 250. Oui, ben voilà. Ben oui, ça va. Ici, la condition est remplie. Alors, on regarde moins le capital social que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. C'est surtout ça. Et c'est principalement le nombre de salariés qui est le critère essentiel. Donc ici, est-ce qu'on est sur une entreprise d'une certaine importance? Oui, on n'est pas sur une TPE. Ici, on commence à être sur une grosse PME. Une grosse PME. Ensuite, deuxième condition. Après, il faut un lien hiérarchique. Et du coup, là, comme c'est, il me semble, le directeur qui délègue le pouvoir à son salarié. Non, c'est pas le directeur, c'est pas le directeur. C'est qui? Qui c'est Pierre Guérin? Qu'est-ce qu'il est dans la société? Il est associé majoritaire, gérant de la société. Il est gérant. Autrement dit, il est représentant légal de la société. Donc, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir d'embaucher et de signature des contrats de travail. Autrement dit, Pierre Guérin est bien sous l'autorité Paul Laville est bien sous l'autorité de Pierre Guérin. Ok, donc c'est bon. Ensuite. Après, il faut que du coup, Pierre, il ait les compétences. Non, Paul. C'est Paul le salarié. Ah oui, Paul, Pierre, tout ça. Pardon, Paul Pierre. Allez-y. Il faut que du coup, je me mélange, je sais plus. Paul, il ait les compétences, l'autorité et les moyens. Alors. Du coup. A-t-il les compétences? Les compétences, oui. Les chefs de chantier. Ouais, attendez. Il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux. Il vient de l'INSA Toulouse. Il a forcément les compétences. J'ai pas entendu. Il vient de l'INSA Toulouse. Il a forcément les compétences. Bien entendu. Mais bien entendu. Très sincèrement, si vous ne le dites pas, qui va le dire? Qui va le dire? Très sincèrement, je sais pas que ça soit l'INSA Toulouse, mais pour être chef de chantier dans le secteur du BTP, je pense que un diplôme spécialisé de l'INSA en matière de BTP ou génie civil, je pense très sincèrement que la compétence pourrait être prise en compte. Je crois. Je crois ou j'espère. Enfin, je crois. Non, j'en suis sûr. Ensuite, les moyens. Les moyens, du coup, je ne sais pas s'ils disposent... c'est quoi? Les moyens, en fait, c'est un budget ou... Alors, les moyens, c'est est-ce qu'on lui a donné les moyens pour effectuer cette tâche? Parce que quelquefois, si je n'ai pas les moyens, on peut pas me dire, je ne peux pas assumer une responsabilité si je n'en ai pas les moyens. Il a les moyens ici puisqu'il met à disposition 20 salariés.
Et l'ensemble du matériel, non? Exactement, exactement. Donc ici, on lui a mis, alors, est-ce que c'était suffisant? Mais bon, au moins, on peut dire ici qu'il avait 20 salariés et l'ensemble matériel. Et troisième point. L'autorité. Bah, du coup, il a quand même l'autorité, non? C'est parce qu'il est... Dites-moi où vous le voyez. C'est pas le fait qu'il est chef de chantier? Alors, il est chef de chantier, mais il n'y a pas que ça. Mais en fait, l'autorité, c'est juste le fait qu'on lui donne les... Je comprends pas. C'est qu'il a le droit de... Enfin, il gère des gens, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, c'est lui qui est décisionnaire. C'est lui qui est décisionnaire à la fois sur l'organisation du chantier, à la fois sur les ordres qu'il va pouvoir donner à des personnes et sur le moment où il va les donner. Autrement dit, c'est lui qui à travers cette délégation de pouvoir, c'est un véritable chef de chantier. C'est pas une personne où il va y avoir un directeur de chantier qui va lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et après que la personne part. Là, il a l'entière responsabilité de l'application des règles en matière économique, commerciale, en matière de signalisation des chantiers et de certains domaines du droit social. Autrement dit, on lui a donné véritablement l'autorité pour agir. Je ne peux pas assumer la responsabilité. Je ne peux pas assumer la responsabilité de faits dont que je n'ai pas mis en œuvre. Pour qu'il y ait une délégation de pouvoir, il faut que ça soit bien précis. Dernier point. Il faut une délégation qui soit précisée. Alors, c'est-à-dire du coup, qui soit écrite, non? Alors, c'est pas qu'écrite. Il faut plus que ça. Dans un contrat? Oui, alors c'est plus qu'écrit. Ils ont signé tous les deux? Oui, dans ce que je vous ai dit dans le cours, il y a quelque chose en plus. On dit ça doit être une délégation, elle doit être circonstanciée. Circonstanciée, qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que ça voulait dire qu'elle devait être précisée. Alors, elle ne peut pas porter sur l'ensemble des pouvoirs, elle doit être limitée dans la durée et dans l'espace, et il doit y avoir, elle doit être dépourvue de toute ambiguïté, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de déterminer la portée de l'engagement. Est-ce que c'est le cas ici? Si le problème est un problème c'était quoi le problème ici? C'est un problème de signalisation du chantier. Est-ce que ici, parce que la personne a pu avoir un accident parce que le chantier n'a pas été signalisé, est-ce que c'était de la responsabilité de Paul Laville? Et du coup, c'est écrit dans le paragraphe 2, non? Exactement. Donc, on est bien sur une délégation circonstanciée. Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Donc, on est bien sur une délégation de pouvoir. Qu'est-ce que vous en concluez, Célia? Du coup, c'est bien Paul qui est responsable, puisque la délégation des pouvoirs, elle marche. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle marche, on dirait plutôt elle fonctionne, parce que mais bon, c'est juste sous l'émotion où vous devez, utiliser des termes. Oui, elle est valide. Exactement. Les conditions de validité sont respectées. Vous avez entièrement raison. Donc, ça veut dire que la délégation de pouvoir mise dans le contrat de travail de Paul Laville est valable. Conséquence. La responsabilité pénale de Paul, oui, est engagée. Sera engagée. Et celle de Pierre Guéret? Elle ne sera pas engagée du coup. Et non, elle sera exclue. Elle sera exclue. D'où vous voyez quand même l'enjeu d'une délégation de pouvoir. Vous savez, quand vous aurez vos contrats de travail, alors peut-être pas sur le premier poste, mais sur le deuxième ou le troisième, vous verrez les clauses essentielles. Alors, ne faites pas comme toutes les personnes de ne lire dans le contrat de travail que la rémunération. Oui. Il y a 3 types de clauses qu'il faut que vous preniez en compte. La délégation de pouvoir,
Ça, c'est un élément important. La clause de mobilité géographique, l'endroit où on peut vous envoyer, et la clause de non-concurrence, savoir où vous pouvez partir. Donc, délégation de pouvoir, mobilité géographique, non-concurrence. Parce que, j'allais dire, la rémunération, il y a une quatrième, la rémunération, mais celle-ci, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire. J'ai besoin de le dire. Donc, vous voyez la conséquence pour la ville. Hein. C'est-à-dire que c'est pas lui, c'est pas son employeur qui devrait être devant le tribunal correctionnel. C'est lui. D'accord. Oui, ça fait un peu froid dans le dos. Bon, ça n'arrive pas tout le temps. Et s'il avait fait son travail, c'est pas parce qu'on va devant le tribunal qu'on va perdre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a des indices concordants qui fait qu'il semblerait que l'infraction pour blessure involontaire et celle relative à la réglementation sur la sécurité des travailleurs était bien pris en compte. OK? Et merci, Céline. Avec plaisir. Alors, on ne va pas avoir le temps de faire le dernier cas pratique que je vous invite à faire en par vous-même. Donc, nous avons vu la totalité du cours. Et donc, les sujets d'examen qui peuvent être posés à la fois sur la première partie, à savoir le droit de l'entreprise, le droit des sociétés, que sur la question de la responsabilité civile. Il y a eu, j'ai fait passer un sujet où il y a eu que de la responsabilité civile, où il y a eu il y a eu responsabilité civile et droit de société. Donc il peut y avoir un sujet que de droit de société ou qu'un sujet que droit de la responsabilité. Ça pose pas de difficulté. Vous avez le cours. Ce que je vais attendre de vous, ce que l'on va attendre de vous, c'est que vous voyez les problèmes et vous fassiez comme Célia. Vous allez chercher la règle et vous me dites si c'est démontré pour en arriver à une conclusion. À vous à voir les problèmes. C'est plutôt l'élément essentiel plutôt qu'une réponse. Alors bien sûr qu'il faut une réponse. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr qu'il faut une réponse. Mais attention, attention. Ce qui m'importe, c'est que vous voyez les problèmes. Vous voyez les problèmes par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, oui, sur l'oral, du coup, vous avez dit que c'était bien 20 minutes? J'ai pas entendu. Pour l'oral, la présentation, vous avez dit que c'est 20 minutes par groupe. 20 minutes et le mieux, c'est que tout le monde parle. Hein? Et le mieux, c'est que tout le monde parle. Enfin... Ah, est-ce que s'il y en a qu'un qui parle, je vais avoir l'impression que les autres n'ont rien foutu. Mais après... c'est pas évident. C'est pas évident que tout le monde parle, 12 parlent dans 20 minutes. C'est à vous de vous organiser, à vous d'être imaginatif. D'accord, ok, merci. Ne me faites pas quand même au départ une petite chanson où tout le monde parle, où tout le monde chante. Voilà, oui, tout le monde a participé. Voilà le cas de droit des sociétés. Et non, hein, vous essayez d'être... c'est pas évident. J'aurais préféré, bien entendu, que ce soit en face à face. Et si j'avais été en face à face, j'aurais fait 4 groupes. Hein. J'aurais fait 4 groupes en diminuant le nombre de groupes. Mais bon, c'est... nous avons qu'une obligation de moyen et non une obligation de résultat. On se présente les 12 au début, c'est bon ou pas? Vous n'avez pas besoin de les présenter vu que vous m'aurez envoyé un mail à l'intérieur duquel il y aura le PDF et dans le PDF j'aurai vu qui aura participé. Donc, et les 12, vous n'avez pas besoin de les présenter. Pourquoi? Parce qu'ils ils vont apparaître sur mon écran. Ah, bien entendu, valorisation à tous ceux qui ont des caméras. Hein. On est entièrement d'accord. C'est pas la peine d'innover comme Romain et Thomas ou Clément d'avoir des fonds d'écran, des fonds d'écran particuliers, mais voilà. Plus je vous vois, mieux c'est. Mais c'est pas un critère de notation, mais ce serait quand même bien plus sympathique. Monsieur? Si vous avez été un des groupes où il y a eu quand même le plus de caméras, pour vous dire. Monsieur? Oui.
Juste, c'est 20 minutes tout compris ou enfin c'est un temps de présentation et puis vous posez des questions à la fin. Non, alors voilà, vous avez en temps de présentation, il faut que vous soyez sur 10 à 15 minutes et vous me laissez quand même un peu de temps pour poser des questions. Ok. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, je peux être amené à intervenir à tout moment. Il paraît que c'est interdit, mais c'est mon impulsivité. C'est bon? Yes. Vous avez été une promotion très sympathique. Alors, je préfère vous le dire avant l'examen, peut-être que ça va pas être le cas, mais je trouve que vous êtes une promotion, alors c'est assez curieuse dans les questions que vous pouvez être amené à poser. Et je trouvais ça intéressant. Mais bon, après, est-ce que c'est le fait que ce soit le mercredi matin, ou parce qu'il y a eu le lundi après-midi et mardi matin, mais bon, je pense pas que ça soit ça. C'était juste, je tenais à vous le dire. Bon, ça ne influencera en aucun cas les notes. D'accord. Allez, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.